Mesdames, Messieurs, bonjour à vous toutes et à vous tous. Très heureux de vous retrouver encore sur les antennes de LCF et de City FM pour notre émission qui passe 3 fois par semaine. Talk Talk, le dernier numéro de la semaine. On se retrouve encore ce matin avec des confrères en studio déjà présents. Ici, nous avons Loïc Lawson Avla, il est le patron de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Bonjour Loïc. Bonjour Junior. Tout à l'heure, on sera rejoint par Carlos Ketou qui va m'entraîner à rentrer. Et dans la deuxième partie, nous aurons un invité spécial. Il est marin. Il est le patron du corps des marins marchands du Togo, Koma Togo. Avec lui, on va parler de la sécurité maritime et plein de sujets liés donc aux gens de mer. Avant toute chose, comme d'habitude, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 17 juin 2016, nous démarrons par le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre à sa une ce jour « Crise au quart parachèvement du putsch ». Doji AP vont en voyage. Yaovi Agouiwo organise discrètement un congrès-réunion ce samedi. Aéroport de Niamtougou, contournement d'Alejo et voie Lomé-Vaugan enfin. Nissao Nyonfam répond aux questions des députés sans convaincre. Mauvaise gestion à la tête d'Ogar Assurance. L'administrateur directeur général Gildas Nzouba démissionne sous la pression. Chefferie conflictuelle à Adangbe dans le Zio, Payadoua Boubessi impose un proche de unir contre la vie des populations. Deuxième journal de lecture ce matin, le Canard indépendant d'Augustin Mégan. Bonjour au passage à Augustin Mégan. Interpellation du ministre des Infrastructures à l'Assemblée nationale hier sur les travaux du tronçon Collège Saint-Joseph Vaugan. Enfin, coût de la réhabilitation de l'aéroport de Niamtougou et de la voie de contournement de la faille d'Alejo, Nissao pas convaincant. Limitation mandat présidentiel, la position de Fort Gnassingbé diversement appréciée. Saison 2016-2017, la FTF fixe les repères chronogrammes complets des activités à lire dans le journal Le Canard indépendant. Dans les cas également ce vendredi, l'alternative de Ferdinand Messaïté, CHU Sivanus Olympio, le DG colonel Wiyo Adom expose un vaste système de vol et de détournement. Sur 10 agents, à peine 200 intègres. Litige foncier à Doufelgou, des affrontements font un mort et plusieurs blessés graves. Le ministre Ayassor au cœur du conflit. Togo Télécom Internet, une escroquerie à grande échelle. Libre opinion, fort éloge d'une décision historique à lire dans le journal L'Alternative de ce jour. Nous poursuivons avec le changement qui est sorti hier, mais toujours disponible dans les kiosques. Le changement d'amour à Mouzouvi. Interview de Fort Gnassingbé à propos de la limitation de mandant. Je pense que si on uniformise toutes les constitutions et dire que tout doit être limité à 2 mandats, il y aura des problèmes ici ou là. Dans les cas également Togo Matin, loi portant statut des artistes, priorité au potentiel artistique et culturel. Justice code le roi dans des ennuis judiciaires. Politique finit le doute sur la position de Fort Gnassingbé. Global Sport est dans les caisses également, ni des éperviers du Togo, Eniful a riche naissance de stabilisateur Raouf Yakoubou, la pioche royale, Stéphane Keshi, un homme, une histoire de patrie. Nous continuons avec le journal Le Perroquet qui titre Coopération germano-togolaise, une relation au contour obscur sur fond de roublardise et de mensonges. Les missions diplomatiques accréditées au Togo, de véritables béquilles de la dictature militaire et héréditaire du clan Gnassingbé. Le libéral est toujours de l'école, c'est sorti hier, tout comme Perroquet. Fort Gnassingbé en parfaite symbiose avec la diaspora togolaise en Allemagne. Retour sur les retombées d'une visite en terre allemande. Fort Gnassingbé sur la Deutsche Welle, nous n'avons pas la limitation de mandat, mais nous avons une réforme politique qui est programmée et prévue. Dans les cas également Flambeau des démocrates disponible, le Flambeau qui titre problématique du sous-emploi et du travail des enfants en Afrique, quelle porte de sortie? Interview, coopération germano-togolaise et réforme politique. Fort se prononce. Comité d'action pour le renouveau, la calmie après la tempête. Nous avons avec nous, on retourne dans le studio si vous permettez, avec nous aussi d'autres journaux ici. Nous avons l'Union pour la patrie. L'Union pour la patrie du confrère Johnson. Les objectifs de la nouvelle loi en abrogation du vieux texte de 1990 qui le défendait, la professionnalisation et la promotion de l'artiste. Le journal La Renaissance est avec nous également ce matin.
La Renaissance qui titre à sa une foire Made in Togo et un salon international des cosmétiques et de la beauté avant la 13e foire internationale de Lomé. Le CTF met la barre haute pour rendre visible le Togo. Nous poursuivons avec l'éveil de la nation de notre ami Sam Djabor. L'éveil qui titre visite de Faure Gnassingbé en Allemagne, d'importantes retombées pour le peuple togolais. Et l'opposition togolaise plus que jamais désorientée, la NC prône le dialogue mais esquive une invitation du H-Crune. Dans les cas également le dialogue. Le dialogue qui titre limitation du mandat présidentiel en Afrique et au Togo, Faure Gnassingbé, je cite, mon souhait c'est que ce débat soit mené par les intellectuels des universitaires et qu'ils puissent nous donner des pistes. C'est tout. On marque une pause derrière la première partie de l'émission. Retour ensuite avec nos confrères Carlos Keto, il a fait là. Bonjour Carlos. Bonjour Junior, bonjour chers téléspectateurs de Top Talk, l'émission phare de LCF. Nous allons démarrer avec la première partie, le Top Talk numéro 44. Vous l'avez tous suivi, le chef de l'État Faure Gnassingbé a accordé en début de semaine une interview à nos confrères de la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Donc il s'est prononcé sur la coopération entre le Togo et l'Allemagne et aussi sur la question de limitation du mandat présidentiel et bien sûr sur les réformes politiques. D'abord, comment que vous inspire cette interview du chef de l'État? Oui, quand nous avons écouté l'interview donnée à l'outre-mer, comme je peux le dire, par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, d'abord, nous, journalistes, nous sommes frustrés par le fait que, depuis plusieurs années, la presse cherche à avoir dans ces colonnes, la presse nationale locale cherche à avoir dans ces colonnes une certaine intervention importante du chef de l'État, de certaines autorités togolaises, mais malheureusement, on n'a jamais eu cette occasion de pouvoir faire parler notre président dans nos colonnes, dans nos journaux, sur nos radios, sur nos télévisions, et c'est dans des occasions exceptionnelles à travers les voyages que des interviews sont données. C'est une frustration au niveau de la presse, comme pour dire que la presse locale n'est pas importante ou bien n'a pas la hauteur de pouvoir en fait parler un peu, faire parler le chef de l'État. Ça, c'est ce qui concerne nos journalistes. Bon. Maintenant, sur la question de l'interview même, je crois qu'il y a trois sujets importants qui ont été soulevés. D'abord, la question des réformes, la question de la limitation des mandats, et puis la coopération. Mais ce qui a scandalisé plus d'un, et notamment au niveau de notre rédaction également, c'est le fait de présenter la situation comme si le Togo n'était pas concerné. Bon, on ne sait pas comment l'interview a été préparée, a été mijotée, mais on a l'impression comme si Faure Gnassingbé, le chef de l'État togolais, répond à des questions qui ne le concernent pas, qui ne concernent pas le Togo, mais qui concernent d'autres pays africains. Alors que cela ne devait pas être le cas. Non, il a ramené la question. Oui, à des questions directes. Et sur le débat de la limitation des mandats, nous avons constaté que le chef de l'État a pinaillé, si on peut le dire ainsi, il n'est pas allé tout droit au but, parce qu'en matière d'informations importantes, de décisions importantes, par rapport à une interview, le chef de l'État devait être assez clair que voilà, il y a la problématique de la limitation du mandat qui se pose chez nous. Et moi, en tant que chef de l'État, je pense que j'ai déjà fait un mandat, j'ai déjà fait 2 mandats, je ne ferai pas un 3e mandat. Et là, c'est assez clair et précis. Il s'interroge. On essaie de rentrer dans une confusion stratégique, c'est ce que moi j'ai compris à travers l'interview, en disant que bon, ça va causer problème. C'est que on a l'impression de trouver une partie du problème, de ne pas trouver une solution directe à un problème qui est devenu universel. Je vais peut-être caricaturer la situation en présentant le fait, par exemple, qu'on pose la question à un intellectuel aujourd'hui, que pensez-vous de l'Internet? Est-ce que vous pensez qu'on puisse continuer avec l'Internet ou bien qu'on revienne à la case départ avec les machines à taper, tout ça là? Et vous dites que non. Et si on dit que l'Internet est disponible à tout le monde, c'est que ça va causer des problèmes. Donc voilà. Alors que c'est des principes qui sont sacro-saints, qui sont un peu les piliers
la démocratie. Cela veut dire que... question simple, réponse simple. À question simple, réponse simple. Le chef de l'État devait nous situer, les Togolais, devait situer l'opinion nationale et internationale sur ses intentions en 2020. Est-ce qu'il se présente? Parce que ça fera la 4e fois qu'il sera candidat. Est-ce qu'il se présente? Est-ce que les 3 mandats, il va continuer à être président du Togo après 2020? Pour l'instant, la question le permet. Je vais vers Loïc, je reviens tout à l'heure à vous, Carlos. Alors, pour le chef de l'État, Louis Johnson, Fonia Singbe dit, je cite, on ne peut pas demander à tous les pays d'Afrique de s'aligner sur une limitation de mandat à 2, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes histoires. Votre réaction? Ben, je crois à travers cette réponse ou bien cette citation, il faut être clair pour dire contrairement à Carlos, moi j'ai envie de dire que le président de la République a été clair dans son interview. Il a été clair et quand tu sais lire entre les lignes, tu sais quelle est sa position. On n'a pas besoin d'être sorcier pour comprendre, il faut lire entre les lignes. Et parce que c'est assez simple à mon avis. Et partant de la problématique de l'interview, pour répondre à ta question, je me suis posé mille et une questions. Est-ce que le président a été pris à bâton rompu? Et quand on voit les images, c'est une interview à bâton rompu. Et alors, tout porte pour moi, quand tu parles, l'oral est toujours différent de l'écrit. Et quand on sait que Fonia Singbe n'a pas l'habitude des interviews de ce genre, moi je me suis dit que peut-être ça agit un peu dans les propos du chef de l'État. Il se pourrait qu'en écrit, le président de la République peut-être ne dirait pas exactement ce qu'il a dit. Si c'était écrit et bien fait. Maintenant, quand tu prends l'interview, et j'ignore, et il ne faut pas passer par 1000 chemins pour comprendre que la démocratie, elle est universelle. Donc, elle doit répondre à des principes qui restent universels. Il n'y aura pas de démocratie pour l'Afrique, de démocratie différente à celle de l'Europe. Les voitures, quand tu prends une voiture, si elle doit démarrer avec du carburant, et je ne sais pas, super plan, en Europe, elle ne va pas démarrer autrement. Voiture, c'est voiture. Donc moi, je pense que, c'est pour ça que j'ai dit le président était clair. À mon avis, et la constitution togolaise lui permettant, à l'heure où nous parlons, de rester au pouvoir, voilà, éternellement, et je crois que le président se base sur les tests actuels pour dire que, écoutez, chez moi, il n'y a pas de limitation de mandat et que, bon, je peux rester autant que possible tant qu'il n'y a pas de limitation de mandat. Parce que tu l'as si bien dit, il a dit, ailleurs, on ne peut pas imposer à tous les États de vouloir limiter les mandats à 2 ou à 3. Donc, chez nous, au Togo, les mandats ne sont pas limités. Donc, le président de la République a pensé, à mon avis, que, bon, écoutez, c'est pas limité et que, bon, on ne peut pas lui imposer. Je fais avec. Voilà l'expression. On ne peut pas m'imposer ou bien me demander de changer ça autrement. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu sais lire entre les lignes, le président a été clair. Ok. À demi-mot. Carlos, je reviens vers vous. Pour le chef de l'État, le débat sur la limitation des mandats ne peut pas être mené par les politiques. Il compte confier prochainement cette question aux universitaires. Qu'en dites-vous? Oui, le débat ne devait pas être politique ou bien confié à des politiciens, à des universitaires. Moi, je crois que c'est une façon de faire diversion, si je veux être assez clair et précis. Parce que qui sont les dirigeants? Qui sont ceux qui sont les porteurs de messages? Qui sont ceux qui agissent sur la situation politique de leur pays respectif? Ce sont les politiciens, notamment les chefs de l'État et leur gouvernement. Si aujourd'hui les intellectuels mènent un débat et tirent des conclusions, est-ce que le débat est suivi? Au Togo, combien de fois les intellectuels n'ont pas mené des débats, n'ont pas fait des propositions? Combien de fois des commissions n'ont pas été mises en place? Des commissions qui ont en leur sein des intellectuels qui ont fait des propositions. Je veux parler par exemple de la CVJR, je veux parler de H-Crown, je veux parler d'autres commissions, même au niveau de la commission de Séagnon. La commission de Séagnon, les évêques, la commission Kofigo. Mais tous ceux-là ont fait des propositions assez concrètes qui vont dans le sens de l'amélioration de la situation politique en proposant notamment la question de limitation des mandats, parce que c'est un principe, c'est une valeur, c'est un indicateur de la démocratie. Et cela a été expérimenté et est expérimenté dans beaucoup de pays. On commence par comprendre que
dans un pays où il y a alternance, où le chef de l'État n'est pas élu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 10 fois, ce pays essaie de se conformer à certains principes en matière de gouvernance, en matière de corruption, en matière de relations internationales. On a compris ça, mais si vous êtes un chef d'État, vous voulez du bien pour votre pays, vous voulez épanouir votre pays, vous voulez élever votre pays à un standard international pour être à la hauteur de l'acheminement de la politique dans les autres pays, notamment des pays voisins, mais vous n'avez pas besoin que ce sont des intellectuels qui vous mettent la pression dessus, qui vous disent qu'il faut faire ceci. Vous êtes dirigeant, vous avez été élu avec une certaine responsabilité, avec un certain rôle à jouer, mais vous n'avez qu'à l'assumer en permettant à votre pays de pouvoir se fixer aux standards internationaux. Vous savez, c'est un scandale que le Togo soit l'un des pays aujourd'hui où la question de la limitation des mandats continue de causer problème. Parce que, entre-temps, Gnassingbé Yadema, père de Faure Gnassingbé, a pris le temps de dépatouiller la Constitution pour sortir les dispositions qui limitent les mandats présidentiels. Et Faure Gnassingbé a hérité de cette Constitution totalement tutoyée. Et aujourd'hui, on est dans ce contexte pour dire que nous ne voulons pas changer de Constitution. À sa place, vous allez modifier pour limiter à sa place. Mais il faut se fixer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde clos. Lui qui voulait de le dire, que la démocratie est universelle, l'état de droit est universel, et toutes les conclusions qui sont ici, même au niveau de l'accord politique global, qui a été signé par tous les acteurs de la crise politique togolaise en 2006, nous allons être bientôt en août, mais tous ceux-là sont d'accord que la limitation des mandats est un principe pour la décrispation de la crise politique au Togo. Il y a la commission Vérité, Justice, Réconciliation qui l'a recommandé avec la question du mode de sécurité. Il y a beaucoup d'autres institutions, même les partenaires internationaux. Barack Obama, quand il est venu à Accra, il a donné son discours. C'est ça qui fait évoluer les autres démocraties. Mais si nous, on pense être dans une situation spéciale ou dans un carcan qui ne nous permette pas de pouvoir faire comme les autres, alors que les autres réussissent avec ce que nous refusons de faire. Là, on est en train de nous marginaliser. Donc, le chef de l'État a la responsabilité de pouvoir rétablir une situation qui fait polémique. Et c'est l'occasion pour lui de pouvoir dire clairement que, bon, voilà, et en fait, je suis jeune, je suis un chef d'État, je milite pour l'avenir de mon pays. Il vient d'avoir 50 ans. Je milite pour l'avenir de mon pays et je préfère, même si ce n'est pas une certaine opposition qui vient au pouvoir, mais il y a des compétences au sein du NIR, au sein de son parti, qui peuvent engager d'autres réformes, faire évoluer le pays, faire développer le Togo, plus que le fasse. L'alternance a été toujours un gage de développement du pays, de gouvernance. Et on ne peut pas chercher à contourner, à chercher des situations de contournement pour éviter l'alternance en évoquant des situations qui ne sont pas assez logiques. Loïc Lasson, alors il devient de plus en plus clair aujourd'hui que c'est la question de l'élimination de mandat qui retarde l'application des réformes politiques de l'APG. Oui, je crois que c'est ça le principal problème, et je me dis que ça ne devait pas être un problème. Ça ne devait pas être dans la mesure où ça fait déjà des années. Quand on prend déjà à partir de l'accord, je vais parler à partir de 2006, de l'APG, ça fait 10 ans que les Togolais sont en train de débattre par rapport à ce sujet. Et quand on parle réforme au Togo, et en dépit des réformes économiques et autres qui sont faites et qui sont à saluer, mais en réalité, les Togolais ne parlent que des réformes politiques en termes de limitation de mandat et de sécurité minérale, de tout. Voilà tout le problème du Togo. Sans oublier le poste du Premier ministre, parce que ça a été dépouillé à la fois. Mais l'essentiel, c'est ça. L'essentiel et la limitation de mandat. Et je crois que quand moi je parle même de certains sujets par rapport à l'APG, CPDC, machin, et tout ça que tu as eu à citer, commission Kofigo, on peut encore dire que tout ça c'est politique. Mais à un moment, le président a pris de la hauteur et a créé quoi? La CVJR. Une commission essentiellement composée d'intellectuels et de personnes plus ou moins intègres et qui se retrouvent à sa tête un prélat. Mais cette commission, je dis bien, je cite les mots, on parle de vérité et réconciliation. Cette commission a pondu un rapport et de manière solennelle. Le livre blanc solennel, elle a remis ça au chef de l'État. Et le chef de l'État a promis que les recommandations seront mises en œuvre. Et parmi les recommandations,
C'est écrit noir sur blanc, limitation de mandat à 2 maximum et scrutin à 2 tours. Ça veut dire que plus jamais aucun Togolais, après Paul Assimé, plus aucun Togolais ne doit faire plus de 10 ans au pouvoir. Ce n'est pas... Voilà un peu la réalité. Mais la CVJR, sa recommandation à ce jour, je la vois un peu mise au placard. Et je dis, ce qui m'inquiète, moi, Loïc, c'est que aujourd'hui on parle d'un atelier du Ashkroun. Un atelier du Ashkroun, mon cher ami et junior. L'atelier du Ashkroun. Un atelier. Peut-il supplanter... Pour réfléchir. Peut-il supplanter les recommandations de la commission vérité, justice et réconciliation, qui est presque une Bible politique. Plus qu'une Bible? Non. Non. C'est pour ça que beaucoup sont sceptiques par rapport au Ashkroun et à son atelier en se disant à réfléchir encore à quoi? À quoi les Togolais vont encore réfléchir par rapport aux réformes? On ne sort pas, on n'est pas un pays extraterrestre. Donc vous proposez que le gouvernement introduise encore un nouveau projet de loi à l'Assemblée? Ça n'a même pas besoin de tout ça. Tu sais, Que faut-il les faire réformes, quand on a besoin de ça, c'est la volonté politique. Et moi je dis, mais là où le blocus est, tout le monde aussi le sait. C'est est-ce que si tout de suite le gouvernement introduit ou le chef d'État décide de décréter une élection avec toute la limitation de mandat, est-ce que ça va lui être appliqué automatiquement? C'est ça le nœud du problème. Et moi je dis, en cela, ce que je dis aussi, notre opposition, en l'occurrence sa branche radicale, l'ANC aussi ne joue pas bien son rôle. Et c'est là où notre opposition aussi déçoit et enlise le peuple. Parce que à cette question, moi je dis, une opposition responsable va accepter ne serait-ce que le principe. La limitation des mandats et le truc. On accepte le principe et moi, s'il ne dépend que de moi, le chef de l'État lui permettre d'être candidat. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner. Forcément. On le laisse être candidat. Et là aussi, l'opposition dit que c'est pas à elle de se prononcer, que c'est la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer dessus. C'est de l'hypocrisie de nos amis politiques. Et la preuve, voilà où nous en sommes. On pouvait avoir ces réformes il y a quelques années, il y a 2 ans, et aujourd'hui, ce boulevard sera clos. Mais voilà, notre opposition incarnée par sa branche radicale, je dis bien l'ANC, elle s'enfonce toujours dans les mêmes erreurs du passé et voilà, et les choses sont là, ça ne bouge pas. Et tant que ça ne bouge pas, ils n'ont qu'à se rendre compte et savoir que tant que ça ne bouge pas, Faure Gnassingbé restera légitime puisque la Constitution lui permet de rester au pouvoir à vie. Alors, il a déjà dit, les élections passées n'ont pas été contestées par la communauté internationale, donc ça a été légitimé, donc c'est bon, on l'a vu dans les... Mais la preuve, tu as vu? On va passer. Mais justement, c'est que le qui vient de parler d'une question importante, la question de la volonté politique. Quand on veut du bien pour son pays, on ne fixe pas les réformes sur sa personne, sur son parti politique, sur les composantes liées à sa personne. Et Barack Obama a dit qu'il faut des institutions fortes et non des institutions fortes et non des hommes forts. Mais si on veut faire évoluer son pays, on veut rester peut-être dans un coin un jour et voir son pays émerger comme les autres, mais on n'a pas besoin de chercher à trouver des artifices pour pouvoir faire changer ou bien la constitution, pour faire des réformes politiques. Moi, nous avons eu l'occasion souvent de rencontrer certains diplomates, certains ambassadeurs au Togo ou bien certains expatriés qui sont ailleurs. Mais ils disent que quand même, vous aussi, les journalistes togolais, vous critiquez alors que Faure Gnassingbé, mais il est jeune, il est plein d'avenir, il fait des réformes, il fait des efforts. Mais pourquoi vous le contestez? Mais quand ils posent le problème et on leur dit que voici le message du peuple togolais, la famille Gnassingbé a dirigé le Togo depuis près de 50 ans, ils comprennent que mais ça là, nous sommes presque dans une monarchie, dans une dictature comprador. Ils commencent par s'inquiéter. Donc, ce principe-là, il faudrait que Faure Gnassingbé fasse l'effort de satisfaire et l'opinion nationale et l'opinion internationale en faisant la surprise que bon, voilà, Gnassingbé père, mon père a fait 38 ans, je suis en train de boucler 20 ans, ça suffit, il faudrait que quelqu'un... Non, là tu ramènes le débat à ce que tu dis en le personnalisant. Oui, c'est nous ce qu'on souhaite... C'est bon, on va évoluer. On évolue, chers amis, on évolue parce que là, bon, il y a le sujet... c'est le débat le plus intéressant, c'est ça. Il y a le sujet, non, c'est un débat qui est récurrent, on y reviendra, pas de souci, rassurez-vous. Alors on va passer donc au deuxième sujet, on va parler du problème de faux diplômes qui mine la préfecture du Golfe. Depuis plusieurs années déjà, un problème secoue la préfecture du Golfe, c'est celui de l'existence de certains fonctionnaires et agents ayant de faux diplômes. L'affaire a connu un grand développement la semaine dernière avec la décision prise par le préfet du Golfe, M. Melebou Kofi, c'est ça, et qui a licencié 8 agents de la préfecture qui seraient détenteurs de faux diplômes. La presse en a largement parlé. Qu'en est-il au juste, Carlos? Parce qu'on vous a vu, vous intéressez à ce sujet. C'est quoi le nœud du problème? Que se passe à la préfecture du Golfe?
Oui, c'est vraiment surprenant ce qui se passe à la préfecture du Golfe avec le président de la délégation spéciale et le préfet qui sont dans un kickboxing qu'on ne comprend pas. La préfecture est devenue vraiment un temple de troglodytes où les gens, les autorités, les premiers responsables vont jusqu'à former les points pour se dire que bon, viens, on va se boxer. Voilà un peu une situation délétère qui est en train de miner des institutions de la République de façon impunie parce que l'autorité est au courant, l'autorité n'arrive pas à trouver une solution radicale pour mettre fin à cette crise. Et la crise, c'est depuis que les deux personnes, M. Aboka, le président de la délégation, et M. Kofi Melebou, sont ensemble pour travailler pour le développement de la préfecture du Golfe et de la commune de Lomé. Qu'est-ce qui se passe sur les faits récents? Et c'est l'initiative de M. Aboka, qui est le président de la délégation, de pouvoir déclasser les agents de l'institution de la préfecture de la délégation et en fonction de leur diplôme. Ceux qui ont des diplômes supérieurs, bon, ils vont mériter leur place, et ceux qui ont des diplômes inférieurs, parce qu'il y avait eu un peu de pagaille. Et c'est dans cette logique qu'on a demandé à chacun d'envoyer son diplôme. Entre-temps, on a constaté que certains diplômes sont faux, notamment un faux diplôme qui n'est plus dans le circuit parce que affectant un proche de M. Kofi Melebou, qui est le préfet, qui aujourd'hui est en train d'agir en zone. Bon, quand on a détecté les faux diplômes, le président de la délégation a envoyé un courrier, d'abord à la direction du travail et au ministre, que voilà la situation. Le ministre et la direction du travail ont répondu pour dire que cette situation est très délicate parce que des gens qui sont dans un fonctionnement depuis plusieurs années ne peuvent pas automatiquement se faire arrêter ou bien se retrouver sur le carreau. Donc il faut gérer cette situation pour qu'il n'y ait pas de victimes, mais qu'il y ait beaucoup plus d'apaisement. Ça, j'ai eu copie de certains courriers, notamment de celui adressé par la direction du travail à la délégation et à la préfecture, et de la réaction également du ministre. Et en fin de compte, en conclusion, le ministre de l'administration territoriale, à l'époque, Gilbert Bahora, il a carrément dit que sur cette question, nous avons constaté que le fait est là, mais il faut créer une situation d'apaisement pour que ces gens-là puissent être ramenés à leur diplôme et à leur niveau de mérite. Donc le problème devait être résolu. Autrement, déclassifié pour que... Considérer le diplôme de vrai. Et puis le ministère a même ajouté qu'il faudrait prendre des dispositions pour que l'argent qu'ils ont perçu frauduleusement avec ces faux diplômes-là puisse être remboursé dans les traitements honoraires financiers qu'ils auront dans les prochaines années. Cela devait être clos. Mais le préfet Melebou dit que lui, il n'est pas d'accord avec cette décision de ce petit ministre. Entre guillemets, c'est ce que j'aurais appris. Parce que c'est un épidermique quand il veut réagir. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Et lui, il n'est pas employeur de ses agents. C'est le ministère du Travail, ou bien la direction du Travail qui emploie. C'est l'État qui emploie. Mais lui, il prend la décision de licencier ces personnes, de publier leur nom dans la presse, et récemment, d'appeler la police, sans aucune forme de procès, de venir arrêter ces personnes-là dans l'enceinte de la délégation de la préfecture. Les policiers sont arrivés. Après, il y a eu l'incident qui était là. Bon, on a appelé la direction générale de la police qui a dit, mais qui vous a demandé d'aller arrêter des gens? Sous quel mandat, suivant quelle consigne? Allez, repliez. Mais il y a une certaine agitation actuellement qui se passe entre les deux hommes et qui crée une ambiance empoisonnée, une ambiance totalement empoisonnée au sein de la délégation et de la préfecture. Et on ne sait pas pourquoi la loi n'est pas respectée, les tests ne sont pas respectés et la robe commande l'épée au sein de cette institution. Loïc, on le voit visiblement, il y a un problème de personne là-bas. Non, parce qu'après, si le préfet a ses prérogatives, le président de la délégation a ses prérogatives, mais on voit que quelqu'un veut empiéter sur les prérogatives de l'autre et ça crée problème. Oui, c'est juste ce pourquoi on doit aller à des élections locales et éviter ces genres de conflits d'intérêts. Mais écoutez, pour revenir à la question, c'est bien vrai, il y a un problème à la préfecture du Golfe. Je suis à la préfecture du Golfe, la délégation spéciale et tout ça. Mais écoutez, le problème actuel posé, de faux diplômes. Oui ou non, il y a faux diplômes. Oui. Alors, le préfet, est-ce
qu'on a besoin de le supplier pour qu'il prenne ses responsabilités par rapport à ça? Parce qu'en dessous, moi je dis face à ça, nous sommes des journalistes. Et nous sommes là pour dénoncer les mauvais faits. On ne peut pas soutenir ou être complice de mauvais faits. Ce qui se passe là, si un voleur rentre ici pour voler, tu vas dire, toi Junior, tu n'es pas vigile, et que tu ne vas pas le faire arrêter, tu l'arrêtes d'abord. Voilà, moi, à mon avis, moi, c'est la caricature que je fais du problème. Mais à partir du moment où le supérieur hiérarchique du préfet prend une décision et dit voilà comment je... Le ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale, qui dit voilà comment je pense qu'on règle le problème. Alors pourquoi le préfet doit encore contester la décision du ministre? Non, j'en viens. N'oublie pas qu'il y a un nouveau ministre qui est là. Oui. Est-ce que tu connais sa décision? Est-ce qu'on nous a parlé de sa décision? Il n'a rien dit jusqu'à présent. Alors tu crois qu'un préfet va prendre se lever pour agir sans avoir rendu compte à ses hiérarchies? Le préfet ne peut pas licencier aussi les fonctionnaires de l'État. Non, s'il te plaît, je suis d'accord. C'est pour ça, mais le préfet ne peut pas licencier ce que tu dis. Mais je te dis, voilà qu'il y a un voleur qui s'est introduit dans la cour. Tu diras que c'est un policier de l'arrêter. Sur ce principe, sur ce principe, moi, ce pays, le préfet, à mon avis, n'a fait que faire ce qu'il doit faire. Au-delà, moi, j'ai dit, comme il a dit, on doit faire défalquer tout ce qu'on le taille à le payer à ces gens avec un faux diplôme, on doit le défalquer. Ailleurs, il n'y aura même pas de tolérance, comme vous dites. Ailleurs, il n'y aura même pas une petite tolérance par rapport à ça pour dire laisser continuer. Parce qu'ils ont triché l'État. Et ça n'est pas normal, ça n'est pas tolérable. Est-ce qu'il y a de petits voleurs? Il y a de petits vols? Pourquoi on tolère? Pour dire ça, c'est un vol minimum. Il volait depuis, comme il volait depuis. Bon, maintenant, on n'a qu'à le laisser. Mais bon, mais arrêtez, s'il vous plaît. Alors, on veut aider ce pays. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Le préfet a joué son rôle. Maintenant, je pense qu'il y a une hiérarchie. Son ministre, à part le ministre, il y a le chef de l'État, qui sans doute le ministre s'est rendu compte de ce qui se passe. Pourquoi on essaie d'assainir? Quand à l'auteur, tout récemment, on a renvoyé des gens pour faux diplôme. Ils ont été purement et simplement renvoyés pour faux diplôme. On n'a pas dit laissez-les continuer avec leur diplôme de base. Et la presse, dans son numéro, a applaudi. S'il vous plaît, quand c'est pas bon, moi je dis, il faut qu'on le soutienne. Oui, loin de faire l'apologie de faux diplômes, parce que ça c'est une pratique qui est à dénoncer. On ne peut pas faire l'apologie de faux diplômes, mais il faudrait, dans un état de droit, que les règles en matière de loi soient appliquées. Que dit la règle si une personne est détentrice de faux diplômes? Que dit la loi? Que dit le ministère de tutelle? La loi ne prévoit même pas. Parce que bon, lui des trucs. La loi n'a pas prévu. Non, dans l'administration, c'est pas prévu. Il n'y a pas une décision qui est prévue pour. Mais il y a la loi prévoit l'usage du faux. Quand on fait on transmet à la justice. Mais c'est pourquoi moi je dis, sur ce genre de questions, il faut appliquer la loi. Que disent les tests? Que disent les décisions, peut-être au niveau du ministère de tutelle, au niveau du ministère du Travail, de la direction du travail? Qu'est-ce que c'est, j'allais dire? Parce que quand il n'y a pas de loi, en absence de loi, il y a certaines décisions qu'on peut appliquer si ces décisions sont légitimes et légales qui viennent des autorités en charge. Mais que disent ces autorités-là? Les autorités ont trouvé une formule pour juguler le problème, peut-être en fonction de la maîtrise de la situation. Mais pourquoi, à un moment donné, une autre autorité, peut-être qui est en charge, en fait une affaire personnelle. Au point où ça crée une situation de conflit ouvert. Alors que les deux personnes, je suis surpris même que Aboka et Melebou, ils sont tous là pour faire la promotion d'un parti politique qui s'appelle UNI, qui est le parti au pouvoir. Donc, ils devaient travailler dans un sens à faire avancer. Mais c'est toujours les deux qui se tirent les cheveux. Et tous les jours. Récemment, quelles sont les informations que nous envoyons à notre disposition? Et le préfet dit que pas question que la délégation spéciale utilise les véhicules de commandement de la préfecture pour aller faire des opérations sur le terrain. Le président de la délégation a été obligé de louer des véhicules pour aller faire l'opération. Notamment, on a appris que certains, on les a taxés proches de Melebou, sont venus crever les pneus de ces voitures-là. Et quand la société de location de voitures est venue retirer sa voiture, le préfet dit pas question, la voiture là ne bouge pas. Ça c'est un fait divers. Il y a d'autres faits divers. Imaginez que le préfet dit que moi je n'ai pas internet chez moi, donc le président de la délégation spéciale a internet chez lui, je dois l'empêcher d'avoir de l'internet. Il a pris un bâton, il est allé casser le coffret.
C'est-à-dire qu'on est dans Vous êtes sérieux, Carlos, soyons sérieux. Ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels que nous avons suivis de façon constante. Moi, j'ai eu des rapports. J'ai eu à publier. On est en train de biaiser le débat. Il y a des rapports. J'ai eu à publier des images. C'est-à-dire que monsieur le préfet Melbo, il est allé dans sa maison personnelle. Il a pris des photos de sa cuisine, les photos de sa judiciaire, pour montrer que lui est sous-traité et le président de la délégation est mieux dit que lui, donc il n'est pas d'accord. Et il a remis ça à la presse et moi j'ai vu ces images-là que j'ai publiées dans mon journal. Donc il y a autant de scandales qui ne donnent pas une bonne image. On ne donne pas une bonne image à cette institution. Mais c'est en plus donc, pour les questions, il faut respecter les textes. Vous permettez. On a pris beaucoup de temps sur le Juste pour dire, face à un tel problème, moi je pense qu'il y a un ministre de tutelle. Tous sont en dessous d'un ministre de tutelle. Et le problème là, le problème là a perduré depuis 2009. Au temps du ministre Bodjona, qui lui, Dieu seul sait, il a fait de bonnes choses dans cette préfecture. Mais voilà un sujet qui a pourri, qui n'a pas pu régler. Il est parti. Et Bawara est venu, il est parti, sans régler le problème. Voilà Baya Boukessi qui est là, qui le problème est sujet. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours là. Tu sais pas, soutien. Non, pas de soutien. Beaucoup d'argent circule. Beaucoup d'argent circule dans cette histoire. On va faire jusqu'à terre des ministres. Le camp qui a tort va jusqu'à terre des ministres. On paie des billets d'avion. Je sais de quoi je parle. À des femmes, à des ci, à des ça. Et les ministres n'arrivent pas à taper du poing sur la table. On évolue, merci. Mais l'autorité suprême, le chef de l'État, est-ce qu'il n'est pas Nous allons marquer une pause. Derrière la pause, on va recevoir un invité, monsieur Modeste Awokou. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio ou en débat, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Retour à studio avec notre invité, monsieur Modeste Awokou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes le président du COMA, c'est le cœur des marins et des marins marchands du Togo, au COMA Togo. Donc, on vous reçoit ce matin dans le cadre de la journée des gens de mer qui sera célébrée le 25 juin prochain. D'abord, pourquoi cette journée? Est-ce que ça existe depuis quand on l'a faite? Parce que là, moi, j'apprends ça pour la première fois. Oui. Bon, d'abord, je voudrais remercier l'initiateur de cette émission, Toc Toc, et le personnel de LCF. Je reviens maintenant à la question. La journée des gens de mer qui se célèbre chaque 25 juin est une journée instaurée sur le plan international par l'Organisation maritime internationale, dont l'État du Togo a été membre depuis 1983. Malheureusement, les gens de mer togolais n'ont pas vite commencé à suivre ce mouvement avec l'international. Et c'est l'association Coma Togo, dont je représente ici, qui a démarré à célébrer cette journée au Togo. Et nous sommes dans la deuxième édition. Cette année, on l'a fait l'année dernière. Nous sommes dans la deuxième édition. Alors, le thème de cette année, je le lis, donc le transport maritime indispensable pour le monde avec le slogan At Sea for All, en mer pour tous. Oui. Est-ce qu'on peut savoir plus? Bon, c'est un thème qui se choisit au niveau de l'Organisation maritime internationale. Et c'est sur ce thème que la journée se célèbre sur le plan mondial. Alors, comme la phrase le dit plutôt, le transport maritime indispensable pour le monde, vous le savez aussi bien que moi, que tout ce que nous utilisons à 80-85% viennent de la mer. Les vêtements, la nourriture. Donc, sans le transport maritime, c'est comme si nos besoins ne seront pas au complet, quoi. Bon, At Sea for All, en mer pour tous, bon, c'est comme une invitation, quoi. On invite tout le monde à participer aux activités de la mer. Alors, est-ce que les autorités maritimes essaient de célébrer cette fête-là au Togo? Bon, normalement, c'est... Enfin, cette journée, je peux dire. Oui, c'est les gens de mer togolais eux-mêmes qui doivent s'organiser et aller solliciter l'aide ou l'accompagnement des autorités maritimes.
Bon, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, même à l'étranger, quand vous vous présentez comme Togolais, un marin togolais, les gens sont étonnés. Bon, pourquoi ils sont étonnés? Bon, d'habitude, les gens ont l'habitude de dire que les Togolais ne font pas la marine, les Togolais ne sont pas dans la navigation. Bien sûr, ils ne sont pas nombreux dans la navigation. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a plein de Togolais qui font la navigation. Seulement que le secteur n'est pas organisé, la marine n'est pas organisée, et c'est à nous, les marins, qui doivent nous organiser d'abord avant d'aller vers les autorités maritimes. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre... il y a une différence entre vous êtes marin marchand. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la marine dont vous parlez, la marine de l'État, de militaire? Oui, il y a une grande différence. C'est quoi la différence? Oui, la différence, c'est que les marchands vont de pays en pays, de continent en continent, parce que vous travaillez à bord d'un navire marchand. Le contrat vous amène où l'employeur vous amène, ou bien où la nécessité vous amène. C'est ça la différence. Bon, les marins d'État, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une armée qui est censée protéger sa côte maritime, défendre le mal, quoi. Donc les militaires sont un peu à part, mais un marin, c'est un marin, puisque la mer est un peu partout. Donc la différence entre les marins marchands est que nous travaillons de continent en continent, de pays en pays, où le travail est à main. Alors qu'en dehors des missions sur nos mers, il y aura des conventions qui vont permettre à un marin militaire de travailler dans une autre mer. Donc c'est ça la différence entre les marins marchands et les marins militaires. Monsieur Aoukou, tard vaut mieux que jamais. Depuis 1983 que le Togo fait partie de l'organisation internationale, c'est maintenant près de 30 ans après que vous vous réveillez. Bon, félicitations. Mais depuis un certain temps, on sent que ça bouge du côté de la mer. Une préfecture maritime, la lutte contre la sécurité maritime. Quelle appréciation donnez-vous d'abord à la préfecture maritime? Est-ce qu'elle joue pleinement son rôle? Elle vous satisfait en tant que marine marchande? Et la question de la piraterie. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes satisfait de la protection de nos côtes par les autorités de sécurité? D'abord, je vous remercie pour la question. Je voudrais d'abord préciser que pour le grand sommet qui va se tenir dans notre pays, il faut que les gens sachent que le Togo n'est pas choisi par hasard. Parce qu'il faut être marin pour le savoir. Et il y a des côtes, les autres côtes ne sont pas sécurisées comme la mer togolaise. Oui, parce qu'on voit des centaines de bateaux qui garent là-bas. Hein. Voilà, ils sont à l'abri ici. Ils sont à l'abri. Parce qu'il suffit de passer au niveau du Bénin et vous êtes dans le danger. Les pirates, ils sont partout. Mais notre côté est sécurisé. Très sécurisé. Je vous l'assure, très sécurisé. Parce que tous les mouvements, les opérations que nous faisons en mer sont coordonnées par la base marine, les militaires. Je donne un exemple. Quand vous allez opérer auprès d'un navire, vous avez les papiers, il faut faire des formalités d'abord. Avant la formalité, vous appelez le navire qui a besoin de votre service. Lui, il informe la base marine. Vous aussi, vous informez que ce navire nommé tel vient faire telle opération avec vous. Il confirme. Ce qui veut dire que la sortie et l'entrée est surveillée par les militaires. Nous, par exemple, je travaille pour une compagnie privée qui fait le crew change, l'échange d'équipage. Vous amenez et vous prenez les gens. Je donne un exemple. Il y a des marins en pleine mer, leur contrat fini, va aller en congé. Il y a le service dont nous utilisons. On amène ceux qui vont remplacer ceux qui descendent et on prend ceux qui descendent. Bon, pour revenir à la question de mon frère, la préfecture maritime, je pense que c'est très nécessaire parce qu'il faut une gendarmerie maritime, par exemple, une autorité maritime qui va taper sur la table, voilà, pour mettre l'ordre, quoi. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes victimes de beaucoup de choses et on n'a pas un tribunal maritime, le droit maritime n'est pas, on n'a pas de juges maritimes, tout ça là. Comme quoi, moi par exemple, si je travaille avec un employeur qui ne m'a pas payé comme il se doit, on n'a pas de repères avant, mais aujourd'hui on peut se plaindre au niveau de la préfecture et la direction des affaires maritimes. Alors, je voudrais préciser que la préfecture maritime n'est pas dans tous les pays quand même. La Côte d'Ivoire n'a pas la préfecture maritime, je crois. Et c'est un atout pour nous, pour qu'il y ait une préfecture maritime.
C'est maintenant que nous ne sommes pas encore allés vers la préfecture pour dire qu'il ne fait pas encore son boulot. On n'a pas encore apporté des plaintes pour qu'il n'y a pas de solution pour donc le moment. Vous ne sentez pas encore l'existence de la... Non, on sent l'existence. Du moment où vous n'avez pas un problème que vous avez apporté là-bas qui n'est pas réglé, on ne peut pas se plaindre d'abord au niveau de cette préfecture-là. Mais il y a des petits problèmes de piraterie qui ne sont pas... Les petits problèmes de la piraterie... Parce qu'on apprend que même quand il y a transportement du carburant, du pétrole et tout ça là, il y a des pirates qui viennent et puis ils volent du carburant. Et il y a ces problèmes de façon constante sur les mers, au Togo, du moins sur l'espace maritime togolais. Oui, je vais préciser que pour le Togo, c'est mieux qu'ailleurs. Parce que ce qui se passe dans d'autres mers, c'est plus dangereux que le Togo. On ne peut pas dire que le Togo a radier ça à 100%, mais je pense que c'est à 90%. Parce qu'ailleurs, au niveau de Patacote, le Nigeria ou le Bénin, vous vous faites agresser un peu partout. On ne connaît pas les pirates. C'est-à-dire, c'est des gens, avant de savoir que c'est un pirate, vous êtes déjà attaqué. Et c'est des gens qui maîtrisent bien la mer. Eux, ils sautent partout, sans le sauvetage, sans rien que ce soit. Ils sautent dans la mer? Dans la mer, quel que soit le niveau donné de la mer, eux, ils sont prêts. Parce que, bon, c'est des gens qui volent en mer et ils savent comment se sauver. Loïc. Non, mais il faut dire d'abord, il faut préciser que par rapport à la piraterie, en réalité, chez nous au Togo, d'après ce que certains experts ont dit, on n'a pas encore connu de cas de piraterie. Ce qu'on a sur nos mers, comme parle de Carlos tantôt, c'est des petits brigands. C'est pas des pirates, parce que les pirates, c'est des gens vraiment bien outillés, bien armés. Moi, je veux revenir par rapport à cette journée. C'est quoi, quelles seront les activités que vous aurez à faire? C'est quoi vous allez faire exactement au cours de cette journée? Bon, je vous remercie, monsieur Loïc. Bon, comme toute fête, nous avons prévu à jouer avec les marins militaires. Et entre les marchands et les militaires, un match de foot. Nous avons prévu à faire une course à la pirogue. Tout ça, ben, jusqu'à ce jour-là, on n'a pas encore eu la confirmation des sociétés qui doivent nous accompagner financièrement. Parce que, comme vous le dites, les gens ne sont pas au courant, les gens ne sont pas informés de cette journée. C'est la première fois que moi j'entends parler. Voilà, c'est nous les marins maintenant qui veulent naître, susciter les gens à connaître l'importance de cette journée à l'endroit des marins togolais. Oui, quel est l'intérêt de ces gens-là? Une société qui vient vous financer pour fêter? Une société maritime, par exemple, qui a besoin de la direction des affaires maritimes pour des documents. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des navires qui viennent ici et que c'est nos autorités maritimes qui doivent régulariser leurs documents. L'immatriculation, par exemple, le code ISPS, par exemple. Il y a des documents qui se renouvellent. Donc, ça dépend du pays où vous êtes et qu'il faut faire des papiers. Justement, comment se fait l'immatriculation? Parce que souvent on attend bateau, avion Togo, tout ça. On peut comprendre un peu. L'immatriculation, c'est tout comme on immatricule un véhicule. On lui donne un numéro avec un dossier, comme une acte de naissance par exemple. Bon, quand on dit pavillon Togo, c'est parce qu'il a été immatriculé au Togo, doit porter le drapeau togolais. Mais à ce qui concerne l'immatriculation... Mais ce n'est pas un bateau appartenant à Togolais. Ça peut être un bateau appartenant à un Indien chinois qui vient immatriculer au Togo. N'importe qui vient s'immatriculer au Togo. Et si on découvre des produits illicites dans le bateau dans un autre pays, est-ce que le pays est responsable, le pays dans lequel il est immatriculé? Absolument. D'abord, je voudrais encore préciser que avant que tout navire ne rentre dans nos mers, il y a communication entre la marine nationale et le navire. Il vous pose des questions. L'équipage, c'est combien? Vous dites par exemple 20 personnes et vous précisez les nationalités des personnes qui sont à bord. Vous avez des armes, vous transportez quoi? Bon, ce qu'on a voulu faire comme proposition au gouvernement togolais est qu'il faut associer les deux navigateurs, et les militaires et les marchands, pour coordonner. Comme quoi, moi, par exemple, si je suis capitaine d'un navire et que je transporte des produits, il ne suffit pas de déclarer ça sur une radio que oui, j'ai ça à bord. Est-ce qu'il n'y a pas de contrôle comme les scanners? Il y a des contrôles, mais je pense qu'il faut encore renforcer ces contrôles-là, parce que le personnel aussi... Parce qu'il y a plein de militaires sur nos navires que vous voyez là. Tout ce que vous voyez comme un navire, il y a des militaires dessus avec des armes pour pouvoir combattre la piraterie au cas où. Mais en dehors de cette protection... C'est des militaires togolais mais étrangers? Des Togolais. Donc dès que le navire vient... Ils sollicitent à avoir des gardes et la marine envoie les militaires à bord avec des armes. Bon, en dehors de ça,
le personnel navigant, par exemple, si moi j'ai la drogue, Loïc ne saura pas que j'ai la drogue dans mes bagages. Donc il faut tout un contrôle à bord et à fond. Donc il y a aussi les inspecteurs maritimes qui viennent, ils montent pour des petits contrôles, non seulement des produits illicites, mais l'état du navire, l'état du personnel, l'état du matériel à bord, tout ça là. Donc ces inspecteurs, ceux qui sont chargés à faire ces contrôles-là, avant que l'autorité n'agisse, s'il y a illicite ou pas. Voilà. Alors, même si les inspecteurs, parfois, ils aiment l'argent. Tout le monde aime l'argent, mais il faut aussi penser à si ce on que leur vous donne faites. un peu d'argent, bon, ils peuvent se taire sur... Non, moi-même j'aime l'argent, tout le monde aime l'argent. Oui. Mais avant d'accepter l'argent que vous aimez, il faut voir l'ampleur de ce que vous acceptez, si ça ne peut pas avoir contrainte à vous-même. Parce que je ne peux pas accepter l'argent pour que des produits chimiques rentrent dans mon pays. Je suis concerné, ma famille est concernée. Par accepter l'argent pour que les armes rentrent dans mon pays, je suis concerné aussi. Donc on ne peut pas dire que le truc est corrigé à 100%, mais je pense qu'ils font leur boulot, les inspecteurs et l'armée. Alors, parlez-nous aujourd'hui de vos conditions de vie. Le marin togolais, comment il vit, le marin marchand? Est-ce que les conditions de travail, est-ce que c'est compliqué? Comment le navire vous sollicite? Est-ce que quand le navire vient, il appelle une direction? Ou bien, c'est pas, il y a une liste quelque part, on contacte les gens, comment ça se fait? Voilà, très bonne question. Seul le marin togolais qui n'a pas de repère comme les autres pays. Les autres pays, par exemple, je donne l'exemple du Ghana à côté, c'est la direction des affaires maritimes qui se charge à embarquer les marins. Parce que vous n'avez pas de contact directement des navires ou des armateurs qui veulent recruter tel type de marin. Et c'est la direction des affaires maritimes qui doit normalement créer une liste voilà. Et enrôler les marins selon leur tour. Mais malheureusement... Les accréditer peut-être même là. Oui, bah d'abord, avant d'être marin, il faut se faire enregistrer au niveau de la direction des affaires maritimes avec un document maritime qu'on appelle le livret professionnel maritime. C'est avec ça que vous devenez marin. Et maintenant, pour trouver un contrat, normalement, c'est la direction des affaires maritimes qui va vous aider. C'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire entre nous et les intermédiaires. Mais malheureusement, on n'a pas ça ici parce que comme les marins togolais, ils ne sont pas encore organisés. Parce qu'il faut s'organiser en tant que groupe ou association. Mais chez vous, vous avez comment Togo? Oui, comment Togo est né lors d'un problème que j'ai eu à Libreville. J'ai navigué avec les Chinois. Vous allez m'excuser, hein? J'ai navigué avec les Chinois. Vous connaissez la nourriture chinoise. Le crabe est bouffé à cru. Et on nous obligeait à manger ça. Malheureusement, je n'ai pas pu tenir. Et il y avait toute une infection au niveau de mon estomac. J'ai demandé à ce qu'on me soigne. Arrivé à Libreville, ils m'ont abandonné dans un hôtel. Quelque chose comme ça. Et j'ai demandé à rencontrer l'ambassadeur du Togo à Libreville. Le Chinois me demande pourquoi. J'ai demandé à contacter l'inspection du travail. Ça dit tout un problème. Et ils m'ont mis dans un avion comme ça, sans soin, sans tout. Jusque-là, le problème demeure. Bon, d'après nos renseignements, nos recherches, il faut s'organiser en tant que structure et aller vers l'autorité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mais il n'y a pas de règles il y a la convention du travail maritime, il y a tout. Nous sommes en retard. Si je comprends, tout récemment, les marins ghanéens pas encore organisé. Voilà. Les marins ghanéens ont eu le même problème dans un pays. Là. Ils sont restés pendant des mois, sans salaire, sans frais d'hôtel. Et ils sont pleins. Là, on a condamné l'armateur à l'époque. Voilà. Alors bon, pourquoi vous êtes pas plein? Au niveau du... Bon, quand vous vous plaignez et que l'autorité n'intervient pas, qu'est-ce que vous allez faire seul? Alors que la loi, le règlement a prévu, moi, mon seul salaire peut faire bloquer un navire, selon la loi du travail maritime. Mais quand l'autorité ne réagit pas, qu'est-ce que vous allez faire? Donc maintenant, on sait qu'on est en retard, comme le dit mon frère, mieux vaut tard que jamais. C'est maintenant que nous avons commencé à s'organiser, à aller vers l'autorité pour régler nos problèmes. Au Ghana, il y a même les navires qui sont bloqués uniquement parce que le citoyen ghanéen s'est fait avoir. Il y a aussi les conditions de contrat. Vous n'êtes pas sans savoir que la compagnie qui m'a nuit au Gabon vient encore prendre les marins togolais ici dans les mêmes conditions. Il y a un Togolais qui les embarque dans ces conditions-là. Alors pourquoi ne pas dénoncer celui-là qui confie les marins à ces armateurs-là? Voilà. Avant de dénoncer, moi par exemple, si je veux dénoncer quelqu'un
je vais au tribunal, je porte plainte. On me demande de prendre un avocat. Je n'ai pas les moyens. J'ai mon argent ailleurs et il faut trouver de l'argent pour engager. Il faut négocier avec l'avocat, il faut négocier avec lui une fois que vous serez payé. Non, mais moi je pense que, pas facile, sans défendre notre ami, je pense qu'effectivement, la préfecture maritime ne doit pas exister aujourd'hui que de nom. Et à part la préfecture maritime, la direction, comme il dit, des affaires maritimes doit exister et jouer son rôle en défendant les marins togolais quand ils sont dans des problèmes, tout en défendant aussi l'intérêt du Togo ou bien l'économie du Togo, parce que quand les armateurs arrivent, c'est beaucoup d'argent qui viennent. Mais on ne doit pas forcément regarder les armateurs et leurs sous pour abandonner un Togolais qui est en difficulté ou qui est en litige avec eux. Je pense que là, c'est le moment d'interpeller la préfecture maritime et tout ce qu'il y a comme autour de cette organisation pour que vraiment, dans des cas comme ça, les Togolais puissent s'en sortir. Parce que ce n'est pas seulement le côté des marins. Tu sais, il y a plusieurs secteurs comme ça où souvent le Togolais ou bien la structure au niveau du Togo ne dépend pas forcément. J'allais en venir justement du côté des agents de sécurité. Ce n'est pas l'argent qui est affecté, qui est directement remis. Il y a toujours des démarcheurs et certains employeurs délicats là qui essaient de diviser en deux et de donner une partie des miettes. Alors, monsieur Modeste Aoku, dites-moi, est-ce que vous êtes payé par mois ou bien c'est quand vous sollicitez que vous êtes payé? Et quand vous êtes payé, est-ce qu'il y a des commissions qui reviennent au Togolais? Ceux qui vous proposent, est-ce que vous prenez une commission? Vous comprenez un peu? Parce que là, il nous reste 1 minute. Ok, bon, je vous remercie. Le travail maritime se fait par contrat à partir de 6 mois. Ça dépend du temps que l'armateur a besoin de vous. Et vous êtes payé. Bon, si vous avez un compte bancaire, vous donnez un billet, vous vérifiez. Si c'est quelqu'un qui vous recrute à l'armateur, ben comme vous le savez, il y a la sous-traitance un peu partout dans le monde. Il va bouffer sa part parce que c'est lui qui connaît l'armateur. Et vous n'avez pas de contact direct aussi avec l'armateur. Bon, le salaire qu'on vous fait, bon, mieux vous prenez ça comme ça. Parce que entre faire quelque chose et ne rien faire, comme il y a une différence, on préfère faire le petit là. C'est la mentalité togolaise et c'est dangereux. Non, ce n'est pas la mentalité togolaise. Même en France, il y a ça. Non, on ne peut pas dire qu'on peut... Voilà. On est sur une télé, il faut éviter... Bon, la conclusion est que je vous remercie tous de vous avoir inquiété sur le sujet maritime. Et je voudrais aussi préciser qu'on n'a pas encore eu de plainte au niveau de la préfecture sans réponse d'abord. C'est parce que nous avons accueilli cette préfecture-là et nous espérons que la préfecture-là peut régler nos problèmes. Une petite question subsidiaire. Quand vous passez 3 mois, 4 mois sur la mer et vous descendez, vous revenez à la côte, vous tombez sur terre, quelle est votre première envie? Est-ce que c'est le whisky? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est la mère? Quelle est votre première envie? Moi, par exemple, je ne bois jamais d'alcool. Et que, vous savez, quand un enfant part, il retrouve sa famille, il est toujours content. Quand nous retrouvons le sol, le sable, la terre comme ça, c'est toujours une joie. Mais cette joie ne nous conduit pas au dérive. Il semble qu'il y a un engouement pour quelque chose qui va manquer. Carlos veut parler des marins qui viennent souvent au foyer de marins pour faire... Nous allons marquer, donc on va clôturer ainsi. Merci monsieur Modeste Aoku d'avoir répondu à cette invitation. Ça fait plaisir parce que il faut qu'on découvre des choses aussi, parce que là... c'est notre monde totalement. Ouais, vraiment. Merci à Loïc Lançon-Ravla. Merci à toi, Junior. Démocrate. Oui. Merci à Carlos Kitaou. Merci, mesdames, messieurs. Merci à tous les amis qui nous suivent sur City FM 89.9 MHz et aussi à nos amis de la diaspora. Vous êtes très nombreux à nous faire confiance. Merci à tous les amis de la diaspora qui sont toujours branchés sur le www.lcftogo.com. Rediffusion, c'est le soir à partir de 22h30. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, on vous retrouve lundi à 10h pour un nouveau numéro. Bon week-end, portez-vous bien.